This meeting is being recorded. Ok. Très bien. Merci à tous. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir identifier, donc effectivement, on a le nom des personnes qui participent à ces séminaires, et si vous pouviez préciser votre structure, comme Olga a pu le faire pour le CNRS, hein, ça pourrait être intéressant dans le relevé des participants. Merci beaucoup. Hop, je mets encore deux personnes. Voilà. Ví dụ con bên này cô mang gì con día mẹ biết thì bây giờ người con chứ á thì bây giờ người con chứ nữa thì bây giờ con chứ nó không nói được mới nói được đâu đấy. Voilà, je vous propose qu'on attende encore peut-être 5 minutes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de se connecter. Donc 5-6 minutes et puis on démarre cette présentation. Merci à tous.
Alors, bonjour à tous. Donc, je vous propose qu'on démarre cette présentation. Donc, juste pour rappeler les règles pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, le webinaire fait l'objet d'un enregistrement de manière à ce qu'il puisse être diffusé sur le site Europe en Guadeloupe. Et également, si vous avez des questions à poser, vous les posez directement dans le chat. Et donc, à l'issue de la présentation, nous prendrons les questions les unes après les autres afin de vous apporter l'ensemble des éléments de réponse. Alors, il y a encore des personnes qui se connectent et nous sommes à ce jour 93. Voilà, donc un petit point de... Voilà. On vous a mis la caméra de manière à pouvoir présenter l'équipe. Donc, moi, je suis Samuel Blaiseau, directeur de l'instruction des fonds européens à la direction déléguée Europe, région Guadeloupe. Et je suis accompagné de mesdames. Bonjour, Emmanuelle Christine. Et là, c'est l'Aquitaine Rachel. Voilà, donc en charge de la régularité de la commande publique. Donc, juste pour rappeler le contexte de ce webinaire, donc on va vous présenter aujourd'hui une étape importante dans le circuit de gestion d'un dossier européen, donc à savoir la régularité de la commande publique. Donc, c'est une étape qui est essentielle, qui se fait à l'instruction, dans la mesure du possible, mais au plus tard à la première demande de paiement. Donc, on va vous expliquer la procédure qui est mise en œuvre au sein de l'autorité de gestion. C'est une procédure qui est commune à l'ensemble des autorités de gestion qui sont en gestion des fonds européens. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail de la procédure à suivre avec un focus spécifique sur des irrégularités les plus courantes qui ont été constatées suite à des audits. Parce qu'effectivement, l'autorité d'audit, qui est la CICC, vient contrôler l'ensemble des certifications qui sont faites et transmises à la Commission européenne. Et donc, le volet régularité de la commande publique est un des points de contrôle des auditeurs. Voilà. Donc, je vous propose qu'on démarre. Donc, on va couper la caméra. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat et on se prend un temps d'échange à l'issue pour y répondre. C'est parti, je coupe la caméra. Bonjour à tous, donc c'est l'Aquitaine Rachel, chargée de mission de contrôle de la régularité de la commande publique. Je vais vous présenter l'ordre du jour. Effectivement, cette présentation n'a pas pour vocation de faire une formation sur la commande publique, mais plutôt axée sur la mission qu'on a de contrôle de régularité de la commande publique, les enjeux. Ensuite, nos services ont développé un kit de la commande publique, donc à l'attention des porteurs, qu'on vous invite notamment à consulter en amont, c'est-à-dire avant une demande de subvention ou alors avant le dépôt d'un dossier de paiement. Parce qu'il est bien présenté, je trouve. Ma collègue vous le présentera aussi dans ce webinaire. On va présenter aussi la notion de correction financière avec la notion également d'incidence financière sur le budget de l'Europe. Et enfin, on a préparé des petits focus pour un peu illustrer ce qu'on attend et également certaines irrégularités qu'on peut rencontrer le plus souvent lors de nos contrôles. Alors, la mission de contrôle de régularité de la commande publique, pourquoi elle se fait? Donc, c'est parce que c'est une obligation réglementaire. Donc, comme je vous ai mis le règlement général sur les FESI, et dès lors qu'un projet est cofinancé par les fonds européens, le porteur sait qu'il s'engage à respecter un certain nombre de règles et le droit de la commande publique en fait partie pour les opérations qui font l'objet de passation de marchés publics pour la réalisation du projet qui est envisagé. Il se fait, comme l'a rappelé M. Blaiseau, au plus tard à la première demande de paiement,
Mais effectivement, on a développé une politique de contrôle dès le dépôt de la demande de subvention, donc à l'instruction. Ça concerne essentiellement les opérations, les nouvelles opérations, celles qui n'ont pas encore fait l'objet de première demande de paiement. Et en sachant qu'à chaque nouvelle demande de paiement, ce contrôle est mis à jour avec notamment la demande de pièces générées lors de l'exécution des marchés publics. Alors, comment ça se passe? Dans un premier temps, on s'assure de la complétude des pièces de marché qui nous sont transmises afin de vérifier la conformité et la régularité des procédures qui ont été lancées et qui sont encore en cours. Et ensuite, l'issue de tout ce contrôle, c'est vraiment l'application de corrections financières dès lors que des irrégularités sont relevées. Donc, c'est vrai que parfois, on a des remarques en disant qu'il y a déjà eu un contrôle de légalité sur ces pièces de marché. L'issue n'est pas la même. Et c'est vrai que le véritable enjeu est quand même financier et pour vous et pour nous. Parce que de votre côté, il serait intéressant de percevoir la totalité de la somme subventionnée. Et de notre côté, de ne pas avoir à appliquer des corrections financières afin de préserver l'enveloppe qui est mise à disposition pour nous, pour la Guadeloupe, par les fonds européens. Alors, on va passer à la présentation du kit de la commande publique et je laisse ma collègue prendre la relève. Alors, le kit de la commande publique, il est composé d'une notice de trois documents. Hein. D'abord, une notice relative au kit, une annexe infoporteur et une annexe pièce de marché ou de lot. Alors, la notice kit de la commande publique, c'est un document qui comporte le contexte et les enjeux du kit de la commande publique, la réglementation applicable pour les marchés, et la finalité du contrôle, hein, c'est-à-dire, Rachel vient d'en parler, les pénalités financières applicables en cas d'irrégularité, une proposition d'arborescence dans la transmission des pièces de marché, qu'on va voir un petit peu plus tard. L'annexe infoporteur, ce document est un document qu'on va vous demander de remplir, qui aura un format Word et qui sera un petit peu à remplir avec différentes informations sur les particularités du marché. Ça nous donne un petit peu une fiche d'identification, hein, une photo globale du marché qui a été passée, à savoir les montants, le porteur, quelques particularités hein, sur sa structure. Donc, voilà, ce document, si vous pouvez nous le retourner effectivement complété, ça nous permet déjà d'avoir une première vision globale du marché en question. Donc, les pièces constitutives d'un marché dans le cadre de la régularité de la commande publique, alors sont toutes les pièces qui vont faire l'objet d'un contrôle de notre part, hein, qui vont nous permettre d'effectuer ce contrôle. Donc déjà, pour commencer, les pièces relatives au lancement de la procédure, donc la délibération notamment pour certains qui autorisent la passation du marché, le lancement du marché, les preuves de publicité. Ensuite, les pièces relatives au dossier de consultation des entreprises, donc ce seront toutes les pièces qui constituent ce qu'on appelle le DCE, hein, le dossier de consultation des entreprises, à savoir le règlement de consultation, les différents cahiers des charges et différentes pièces donc, qui sont mises à disposition des soumissionnaires. Les pièces ensuite relatives à la réception et l'analyse des candidatures et des offres, donc ça va être constitué par toutes les pièces qui vont permettre de choisir les prestataires, donc le registre des dépôts, rapport d'analyse des candidatures, des offres, le rapport de présentation hein, dans certains cas, les procès-verbaux de la commission, de la CAO, etc. Non. Ensuite, on a donc les pièces relatives à la signature du marché ou du lot, donc toutes les pièces comme l'acte d'engagement signé, les preuves de publication de l'avis d'attribution, toutes les pièces de candidature des titulaires qui ont été donc sélectionnés.
On aura les pièces relatives à l'exécution du marché ou du lot, donc à commencer par les actes de sous-traitance, les ordres de service, les bons de commande, les notifications d'affermissement pour les marchés à tranches, les avenants et toutes les modifications survenant au cours de la vie d'un marché. On a ensuite les pièces relatives aux accords cadres avec les marchés subséquents, qui sont des pièces bien particulières, telles que les bons de commande, des pièces justificatives relatives à ces modalités. Et donc maintenant, je voulais revenir effectivement sur l'arborescence qu'on attend lors de la transmission de ces pièces, qui a une importance pour nous en termes d'efficacité d'exploitation des données, à savoir en constituant ces 6 ou 7 dossiers dans lesquels vous allez mettre les pièces, donc soit pour un marché simple ou pour un marché alloti. Donc, dans la délibération, son nom l'indique, la délibération, publicité, donc tous les supports de publicité qui ont fait l'objet de publications sur les différents journaux officiels, DOMP, journaux locaux. Le DCE, donc, ce sera toutes les pièces effectivement de consultation dont on a parlé tout à l'heure, à savoir les cahiers des charges, règlements de consultation. Dans l'analyse des candidatures et des offres, on aura donc, comme je disais tout à l'heure, le registre des dépôts, les PV et rapports d'analyse, toutes les pièces qui nous permettent, qui ont permis l'analyse et la sélection des attributaires. Ensuite, les titulaires marchés, on attend les pièces effectivement liées aux titulaires, à savoir toutes les pièces administratives et techniques, tout ce qui fait partie du dossier de candidature des soumissionnaires et les DC1, DC2. Donc voilà, vous avez toute une liste, vous pourrez revoir le support de ce webinaire et regarder en détail, mais voilà. Toutes les pièces liées au titulaire du marché. On a ensuite le dossier exécution, donc les ordres de service de démarrage et différents avenants ou décisions modificatives du marché. Ensuite, pour terminer, pour chaque dossier, on a aussi, quand c'est un marché à loti, les titulaires du lot. Donc, ce sera un peu la même chose que les titulaires du marché, mais pour les lots. Donc, toutes les pièces, effectivement, directement par lot. Alors, on va revenir sur l'enjeu du contrôle de la régularité. Donc, comme j'ai pu annoncer au début de la présentation, cette mission, d'abord, elle repose sur un contrôle des règles applicables au marché passé, donc dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds européens, en sachant que la réglementation applicable sera celle en vigueur lors du lancement du marché, donc de la publicité. Et donc, cet enjeu-là, ce contrôle de règles, débouche sur l'application de corrections financières si effectivement il y a eu des irrégularités constatées. Alors, en revanche, on va un peu s'arrêter sur la notion d'incidence financière, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cet aspect d'incidence sur le budget de l'Europe. Et donc, certaines irrégularités, si elles ne sont que dans le formalisme ou matériel, peuvent ne pas avoir d'incidence financière et donc ne pas générer de correction. Voilà. Donc, effectivement, on rappelle en fait qu'il est essentiel pour nous de pouvoir contrôler l'ensemble des marchés publics dans l'idéal dès la demande de subvention, au stade de l'instruction, mais ces pièces-là seront de toutes les façons impératives lors de la première demande de paiement, parce qu'en effet, certaines pièces, par exemple les pièces de procédure, de publicité, donc tout ce qui est lié au lancement des marchés publics, sont essentielles en fait à vérifier dès le départ qu'on n'aura pas de correction financière à appliquer, pour savoir aussi que pour les prochaines demandes de paiement, on n'aura pas à demander de remboursement ou alors
retirer à nouveau une somme qui n'avait pas été retirée lors de la première demande de paiement. Alors, j'explique un peu. Je prends un exemple des pièces de publicité pour lesquelles on ne peut pas faire l'impasse lors de notre premier contrôle. Par exemple, parce qu'une absence de publicité ou une publicité irrégulière peut générer jusqu'à 100% de pénalité. Donc, imaginez-vous, en première demande de paiement, on se dit, bon, on va réclamer cette pièce au prochain contrôle, à la prochaine demande de paiement, et on se retrouve à constater que, effectivement, dès le départ, ce n'est pas parce que le porteur n'avait pas trouvé cette pièce, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de publicité, et donc, on doit faire cette correction de manière rétroactive, ce qui peut générer parfois des soucis pour les deux parties. Alors, on continue sur… Juste une petite précision. Alors, en termes d'affichage, on a juste une question pour ne pas basculer. Alors, où est-ce que c'est? En fait, ils apparaissent. Cette slide apparaît. C'est quoi? Juste cette slide qui apparaît. En fait. Ah, ok. Alors, peut-être que c'est Hop. Excusez-nous. Hein. Non, là, tu… Alors, il cherche. Il est là, tu remontes et du coup, tu le diffuses. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que je ne peux pas. Non, c'est pas bien. Ouais, non, je n'arrive pas à l'afficher. Alors, tu remontes. Ouais. Alors, désolé de cet incident technique, les aléas de l'informatique. Alors, voilà, donc on finissait avec la notion d'incidence financière et on arrivait sur les risques de non-transmission des pièces de marché. Donc, comme je disais, dans un premier temps, on peut avoir un risque pratique, enfin des risques pratiques, parce qu'effectivement, alors, excusez-moi à nouveau. Merci. Alors, est-ce que vous voyez mieux la diapo en plein écran? Ah oui, vous n'avez pas de micro, désolé. Bon, alors je suppose que ça le fait. C'est bon, d'accord, très bien. Alors, on continue. Donc, voilà, donc on disait qu'il y avait des risques pratiques. Donc, effectivement, un retard de transmission des pièces de marché entraîne forcément un retard du contrôle et donc forcément un retard dans la mise en paiement du dossier. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que dès lors que vous faites votre demande de paiement, donc je parle plus souvent de demande de paiement plutôt que de l'instruction, parce que je pense que c'est plus important, plus urgent de recevoir les sous quand on sait que la subvention est acceptée. Le contrôle de régularité, il met forcément le paiement de la subvention en attente, puisque l'issue de ce contrôle peut influer sur le montant qui sera versé au porteur. Ensuite, concernant les risques financiers, comme je précisais, les corrections forfaitaires peuvent aller de 5% à 100% selon la gravité de l'irrégularité constatée. On a une grille qui sera présentée dans ce même webinaire. Et ces corrections forfaitaires peuvent être appliquées sur les dépenses déclarées lors d'une demande de paiement, mais également sur le montant total du marché qui est déclaré et qui a été passé. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a vraiment un enjeu financier pour vous et pour nous. Donc, ce n'est qu'après vérification du respect de ces grands principes de la commande publique que la totalité de la subvention peut être versée et dans le cadre d'irrégularités constatées, qu'on pourra verser une partie du montant attendu.
L'application des corrections financières, on ne décide pas nous-mêmes d'appliquer tel ou tel taux d'irrégularité. Alors, on parle de taux. Elle est basée sur la note qu'on appelle la note COCOF. C'est la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019, qui est accessible à tout le monde d'ailleurs. Et elle a pour but d'établir les lignes directrices pour déterminer les corrections à appliquer aux dépenses financées par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marché public. Donc, c'est vraiment une note elle est bien présentée, elle détaille le fonctionnement de ce contrôle et aussi liste le type des irrégularités qui peuvent susciter des corrections avec les taux applicables. La note de 2019 remplace celle de 2013 et dans le cadre de notre contrôle, on peut être amené à utiliser l'une ou l'autre. Il n'y a pas vraiment d'évolution dans ces deux notes, à part quelques subtilités concernant la possibilité de moduler les taux applicables en fonction de la gravité de l'irrégularité. C'est une question aussi de sécurité juridique. Alors, les lignes directrices de la Commission, donc la note COCOF, elle permet aussi à toutes les autorités de gestion d'avoir ce même cadre de contrôle et aussi de correction financière. Donc, on harmonise un peu cette pratique de contrôle de régularité et toujours dans un principe de proportionnalité, car, comme je disais, la note est constituée d'une grille qui présente de façon déjà proportionnée les taux applicables en fonction d'une irrégularité de type. Voilà, donc ma collègue va continuer en vous présentant les différents types d'irrégularités. Ah oui, voilà, donc j'ai pris un peu d'avance sur le diaporama. Donc, la décision, donc la note COCOF 2019 précise l'objectif de ce contrôle, la portée aussi, puisqu'elle présente les dépenses auxquelles s'appliquent les corrections financières. Donc, pour rentrer un peu dans le sujet des dépenses, comment dire, dans les dépenses déclarées, soit on peut impacter les dépenses qui seront présentées à chaque demande de paiement ou impacter alors le montant total du marché. C'est ce que je disais en amont. Donc, elle explique bien tout cet aspect, en fait. Et donc, à la fin, on a le taux de correction qui est déjà proposé et qui est déjà fourni dans cette note. On ne peut pas choisir de moduler comme on le souhaiterait ou comme il le faudrait. Donc voilà, on va passer au type d'irrégularité et les taux qui correspondent aux corrections financières. Donc, pour poursuivre sur la note COCOF, donc dans cette note, elle prévoit 3 types d'irrégularités. Les irrégularités qui se positionnent au niveau de l'avis de marché et cahier des charges, la sélection des soumissionnaires et évaluation des offres, et enfin l'exécution du marché, donc les 3 phases importantes d'un marché. Donc, on va voir un petit peu en détail les types d'irrégularités qu'on peut rencontrer et leur taux de pénalité appliqué. Donc, tout d'abord, on va rester sur le premier tronçon, donc les avis de marché et cahier des charges. Par exemple, un défaut de publication de l'avis de marché en termes de publicité qui n'est pas publiée sur les bons supports par rapport au type de marché qu'on a et à la réglementation, on peut avoir donc un taux de correction de 100%. C'est quand même très important. Donc, c'est un détail qui n'est pas sans conséquence. Donc, le non-respect des délais de réception des offres, à savoir que si on réduit le délai qui est fixé dans le dossier de consultation d'entreprise, si on le réduit à plus ou à 80% par rapport au délai annoncé dans le dossier de consultation, ou si ce délai est inférieur ou égal à 5 jours,
pareil, on a un taux de correction de 100%, ce qui est très important également. Donc, voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut vraiment avoir des points d'attention élevés. Ensuite, on a les défauts de publication dans l'avis de marché, des critères de sélection et ou d'attribution et leur pondération. Donc, c'est des informations qui peuvent coûter quand même 25% de la subvention donc, sur ce marché. Donc, c'est très important, effectivement, d'être assez précis dans les documents qui sont diffusés en publication. Ensuite, on a la sélection de soumissionnaires et évaluation des offres. Alors, dans ce registre-là, effectivement, pour une modification des critères de sélection après l'ouverture des plis, on peut avoir un taux de correction de 25%. Une piste d'audit insuffisante, ensuite, c'est quelque chose qu'on rencontre malheureusement assez souvent, donc j'attire votre attention là-dessus. Souvent, on a un petit peu de mal à récupérer les pièces qui nous permettent de terminer, de faire notre analyse parce qu'on ne les retrouve pas, parce que il y a un problème de conservation parfois des documents et cette piste d'audit insuffisante peut être pénalisée par 25%. Donc, c'est vraiment important de bien conserver, de bien pouvoir transmettre tous les documents. Donc, ensuite, on a l'évaluation des offres sur la base de critères d'attribution qui sont différents de ceux qui avaient été publiés. Donc, ce non-respect des critères peut présenter une pénalité de 10%. Et dernier tronçon de pénalité, on est donc sur l'exécution du marché. Dans le cas d'une modification des éléments de marché qui était prévue dans le cahier des charges ou l'avis, on peut encourir une pénalité de 25% du marché initial et des nouveaux travaux, fournitures, services résultant de ces modifications. Donc, encore une fois, très important, il faut vraiment être précis à toutes les étapes. On a également une modification du marché suite à un avenant. Alors, il faut savoir que les avenants, c'est réglementé, on ne peut pas les augmenter à des montants très élevés. Par exemple, le maximum autorisé, c'est moins de 50%. Dès lors qu'on a un avenant supérieur à 50%, il sera une pénalité de 25% sera appliquée sur le marché initial et 100% sur tout ce qui dépasse les 50% supplémentaires, donc sur l'avenant finalement. Donc, on a des pénalités assez lourdes également lorsqu'on a des avenants qui sont trop élevés, ce qui finalement traduit une mauvaise estimation du marché initial. Je laisse la parole à ma collègue Rachel pour la suite. Alors, je voulais vous rappeler que vous pouvez poser des questions dans le chat, comme ça, à la fin de la présentation. On ne manquera pas d'avoir un temps d'échange pour pouvoir répondre aux éventuelles interrogations. Alors, ici, on va parler du circuit du dossier de financement. Pas pour vous rappeler, puisque je pense que vous êtes tous confrontés au temps et à l'énergie que ça implique de déposer un dossier de financement. Ce sur quoi on veut insister, c'est que l'instructeur, lors du dépôt du dossier de financement, il est en première ligne. Donc, ça veut dire que nous, chargés de mission de contrôle de régularité de la commande publique, nous ne sommes informés qu'après le dépôt de la demande de subvention ou alors au stade du dépôt de la demande de paiement quand l'instruction a déjà été faite. C'est pourquoi on insiste sur le fait qu'il est important, dès le dépôt de la demande de subvention, de transmettre toutes les pièces de la commande publique, parce que dès le départ, vous savez qu'il y a des marchés qui ont été lancés, que l'opération va faire l'objet de procédures en cours ou déjà attribuées. Donc, il ne faut vraiment pas attendre que l'instructeur ait à revenir vers vous pour vous dire ah, mais je constate, par exemple, que dans le plan de financement, des marchés seront prévus. À mon sens, tout ça, vous savez comment vous avez créé votre projet. Donc, il est important que l'ensemble des pièces soient déjà fournies
dès le départ, pour éviter aussi par la suite de vous voir réclamer plusieurs pièces et avoir affaire aussi à plusieurs interlocuteurs, en sachant que l'instructeur, il est en première ligne, c'est d'abord avec lui que vous montez cette demande de subvention et votre dossier. Pour les opérations qui sont déjà en demande de paiement, on va faire un petit focus sur l'état récapitulatif des dépenses, parce qu'effectivement, c'est une pièce qui est centrale et pour l'instructeur, mais aussi pour nous. Donc, c'est vrai que peut-être que si vous remplissez maintenant, vous utilisez le kit de la commande publique, ce sera un peu moins pertinent, mais il reste quand même cet état récapitulatif des dépenses, une pièce importante. Alors, on va aller sur leur présentation. En effet, vous savez que chaque dépense déclarée pour lesquelles vous souhaitez un paiement sont recensées, donc toutes ces dépenses-là sont recensées dans le tableau récapitulatif des dépenses. Et nous, au niveau du contrôle de régularité de la commande publique, on va le consulter, ce document, pour pouvoir identifier de manière plus rapide les marchés, les lots, les prestataires et effectivement les montants. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne identification des marchés, dès lors que vous savez que telle dépense est liée à un marché qui a été passé. C'est encore plus important quand il s'agit de marché à bon de commande, parce que parfois, on voit juste bon de commande numéro quelque chose. Il peut s'agir de marché à bon de commande, comme aussi il peut s'agir d'une commande simple faite auprès d'un prestataire, ce qui n'aurait pas, par exemple, généré de procédures de mise en concurrence. Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir mettre au maximum d'informations de manière claire, pertinente, ce qui nous permettra un gain de temps dans l'identification des marchés qui font l'objet du contrôle, en plus de la petite fiche d'identification que vous allez commencer à remplir avec plaisir, j'espère. Et donc là, voilà, donc on a pris un peu l'image de l'état récapitulatif des dépenses, avec les postes des dépenses qu'il faut bien, dont le libellé doit être clair, voilà, c'est ça. Donc ça aussi, c'est un élément qui est important pour l'instructeur. Au moins, il sait que quand il va travailler, voilà, un document clair est quand même nettement plus agréable que de devoir courir à gauche, à droite pour comprendre de quoi il s'agit, quelle facture et à quel poste de dépense cela appartient. Ensuite, pour tout ce qui est dans la partie facture ou pièce équivalente, donc la date de la dépense ou alors la référence de la facture ou pièce équivalente, c'est à ce niveau qu'on aime qu'on aime voir apparaître marché numéro un tel ou bon de commande numéro un tel, bien libellé, avec l'émetteur. L'émetteur qui est soit titulaire unique du marché ou alors un co-traitant, un sous-traitant ou titulaire du lot 1, du lot 2. Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir un enchaînement de présentation de factures ou de numéros comment dire, de bons de commande, voilà. On aime bien pouvoir savoir que, ah tiens, dans tel marché, je vois qu'il y a un lot 2, il est déjà loti, donc ça, c'est quelque chose qui sera déjà pertinent pour nous. Voilà. Donc, on ne va pas plus s'attarder sur cette pièce. L'idée, c'est vraiment qu'elle puisse être bien présentée, bien référencée, pour faciliter l'identification des marchés, des titulaires et faire avancer le contrôle. Voilà. Ensuite, on va passer un petit peu plus sur du concret avec un focus sur les marchés publics de faible montant. Parce que c'est vrai que, comme je disais au départ, on n'est pas sur une base de formation aux règles de la commande publique. Par contre, par rapport à certaines procédures et certaines irrégularités qu'on a pu relever, les marchés de faible montant sont un peu important à aborder, je dirais. Alors, effectivement, on a toujours, même si on est face à des marchés qui ne font pas l'objet d'un formalisme très poussé,
On a toujours le respect des 3 principes fondamentaux, liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Donc, ces 3 principes, ils ont pour but de nous permettre d'écarter un éventuel saucissonnage, une mauvaise utilisation des deniers publics ou alors le favoritisme. Effectivement, dans cette procédure, le plus souvent, cette procédure se résume à une demande de devis, une demande de plusieurs devis ou alors la passation, la contractualisation avec un seul prestataire à qui on a demandé un devis. Pour autant, dès lors qu'il y a plusieurs demandes de devis, ce n'est pas considéré comme de la mise en concurrence. On ne tombe pas dans les procédures adaptées. Il s'agit toujours d'un marché sans publicité ni mise en concurrence, mais la traçabilité reste quand même le point essentiel, la pierre angulaire de cette procédure. Et c'est là que certaines personnes râlent un peu parce que normalement, dès lors qu'on tombe dans des procédures adaptées, le formalisme est allégé, mais encore plus normalement pour des petits montants. Et pourtant, pour nous, il faut qu'on puisse retracer la logique de passation, en fait, de contractualisation avec un prestataire. Voilà, donc on va continuer. C'est pour ça qu'on conseille donc de tracer l'achat. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas cet automatisme de garder en stock toutes les pièces. Par exemple, on va faire une demande de devis à 1, 2, 3 prestataires par mail. Parfois, il n'y a pas d'obligation d'écrit, ce qui rend encore peut-être plus compliqué cette traçabilité. Parfois, cette demande se fait juste par mail, mais c'est bien quand même de pouvoir accompagner d'une petite note qui retrace un peu le déroulé de cette consultation, ou alors nous transmettre les captures d'écran des mails. Voilà, on sait qu'il y a eu 3 demandes de devis faites par mail, donc le mail qui demande les devis. Éventuellement, dès lors que vous avez fixé un délai de réponse, ça aussi c'est très important, dès lors que vous fixez un délai de réponse au prestataire, même s'il s'agit d'une demande de devis, il faut que nous, on puisse s'assurer que la réponse au mail s'est faite dans les temps, parce que ça joue aussi sur cette égalité de traitement et le respect du temps donné au prestataire pour répondre. Et ensuite, voilà, on a tout ce qui est lié aux preuves de comparaison des prix. Donc, peut-être que certains vont se baser sur du sourcing, auront des catalogues, des références, etc. Mais les devis, ça suffit très bien à pouvoir montrer que vous cherchez l'offre la plus pertinente et au niveau rapport qualité-prix. Quand on parle de preuves de publicité, on est encore dans donc, la copie d'écran qui suffit très bien, ou le mail mis en format PDF, le courrier qui a été transféré en pièce jointe lors de l'envoi d'un mail. Voilà. Éventuellement, comme c'est le plus souvent, le formalisme est minimaliste, on peut avoir simplement une demande pas de dossier de consultation, mais tout ce qui est attendu dans un simple corps du mail ou alors de la lettre de consultation. Donc ça aussi, c'est important pour nous parce que parfois, des critères de sélection seront quand même précisés dans votre demande de devis et dès lors aussi qu'il y a précision d'une demande, précision de critères, ça veut dire qu'il y a derrière une petite analyse qui sera faite. Donc, c'est pour ça que dès lors que vous suggérez que telle ou telle offre sera retenue et pas seulement sur le critère du prix, on ne s'attend quand même pas à un rapport d'analyse des offres, mais une petite note qui peut permettre d'expliquer pourquoi tel devis a été accepté par rapport à un autre. Voilà. En sachant que, comme disait Samuel au début de la présentation, la CICC estime quand même que vous devez pouvoir justifier que vous ne contractez pas avec les mêmes prestataires dans le cadre d'opérations similaires.
Donc, alors, ce n'est pas quelque chose que nous, on va réclamer d'entrée, mais il faut savoir que si une autre autorité d'audit fait la demande de justification de cet échantillonnage de prestataires, il faut être en mesure de fournir des preuves démontrant que ce n'est pas toujours les mêmes qui obtiennent les marchés ou alors qui sont consultés. Je continue avec les risques de correction dans le cadre de ces marchés à faible montant. Donc, on peut tomber dans un défaut de publication de l'avis de marché ou attribution de gré à gré. Effectivement, vous me direz, pour un marché de faible montant, on n'a pas de publicité puisque c'est de la consultation, mais si on constate que le marché tel qu'il a été passé ne justifiait pas une simple mise en concurrence, enfin sans publicité, une demande de devis, mais pouvait être qualifié par une procédure, par exemple, adaptée, l'absence d'un JAL pourra justifier l'application de taux de correction. Alors, j'ai mis 100%. Parce que c'est vraiment dans le cas où on n'est pas dans la bonne procédure, aucune publicité n'a été faite, on a juste consulté directement quelqu'un, ce sera 100%. Ça peut être modulé quand même, bon, ça on reviendra après dessus, pour les défauts de publication, dès lors qu'il y a eu quand même une publication sur des supports adaptés, par exemple, on a une obligation de BOAMP et de jouer, elle n'a été faite que sur le BOAMP, on pourra moduler et avoir 25% de pénalité parce qu'on estime qu'il y a quand même une diffusion large au niveau national grâce au BOAMP. Mais ça, ce sont des petites subtilités qu'on abordera par la suite. Pareil, la séparation artificielle des marchés. Si vous avez estimé que le montant du marché il est faible et au final, on se retrouve avec une demande de devis, mais en cours d'exécution, on se rend compte que pour des prestations similaires ou pour les mêmes prestations, il y a eu plusieurs demandes de devis. Cela aurait pu constituer un marché unique et passer par une procédure adaptée, par exemple, si on reste quand même en dessous des seuils européens. Le taux de correction, là aussi, est à 100% et c'est pour ça que j'ai mis sous certaines conditions parce qu'encore une fois, on peut moduler à 25% selon ce qui a été fait. On peut tomber dans la piste d'audit insuffisante dès lors que le porteur n'arrive pas à nous transmettre les demandes de devis. Par exemple, on se retrouve avec un devis et un bon de commande. Ça devrait suffire puisque c'est une procédure qui est simple. Mais par contre, on n'a pas de note qui nous explique pourquoi ce prestataire, est-ce qu'il y a eu une comparaison quand même des prix, est-ce qu'il y avait des documents de la consultation, des pièces techniques mises à disposition. Donc voilà, c'est vrai qu'on tombe quand même dans un petit formalisme, mais c'est surtout pour une question de sécurité de sécurisation de la procédure et aussi de traçabilité de l'achat. Et ensuite, type d'irrégularité, on a le conflit d'intérêts avec 100% de la procédure de marché. On peut faire le parallèle avec peut-être une attribution de gré à gré où on décide, parce qu'on connaît X ou Y, on sait qu'il fait ça bien et qu'il ne demande pas cher, de passer directement par lui et de lui donner toutes les clés en main pour pouvoir faire un devis digne de ce nom. Donc là, on tombe dans un conflit d'intérêts et le taux de correction, c'est le rejet de 100% de la dépense qui est déclarée ou alors qui est prévue dans le cadre du marché. Voilà, donc ensuite, je vais laisser ma collègue vous illustrer un petit peu mieux quelques irrégularités constatées. On est parti à la fois de certaines opérations déjà contrôlées, mais aussi des retours qu'on a eus de la CICC une fois que nous sommes fait contrôler. Certaines irrégularités pourront vous paraître un peu suspectes, mais on peut en discuter après dans la discussion du chat, enfin en fin de présentation.
Donc, les différentes irrégularités dont je vais vous parler, ce sont des irrégularités, comme voilà, exemple qu'on a rencontrées dans le cadre de nos contrôles. Tout d'abord, on a eu le cas d'un marché pour lequel le non-allotissement n'a pas été justifié. Il faut savoir que l'allotissement est une obligation, mais dans certains cas, certains marchés ne peuvent pas être allotis, ou on peut ne pas allotir pour certaines raisons bien précises qui sont définies par les textes. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, le non-allotissement qui aurait dû être justifié n'a pas été fait et on a dû appliquer une correction de 5% sur ce marché. Alors qu'il suffisait dans un des documents du dossier de consultation de justifier pourquoi ça n'a pas été alloti. C'est un petit peu dommage. Bon, 5%, ça fait toujours, c'est toujours préjudiciable. Le marché, ensuite, on a un marché de maîtrise d'œuvre. Là, on avait un cas de définition du besoin qui était un petit peu incomplet, qui portait sur une maîtrise d'œuvre qui n'a pas défini clairement les besoins ni les livrables qui étaient attendus pour l'opération. La seule référence à la réglementation n'a pas été suffisante. Elle n'a pas permis quand même de cerner les contours de la mission et d'en lister les éléments. Donc, c'est important à ce niveau-là également de bien définir clairement ce qu'il faut, les quantités, les attendus précis au niveau du dossier de consultation. La correction financière appliquée dans ce cas-là est de 10%. Troisième exemple, on a eu un cas de séparation artificielle, donc on appelle ça aussi saucissonnage, c'est un petit nom qui est sympathique. On avait le cas d'une maîtrise d'œuvre qui s'est retrouvée composée de deux sous-marchés, un marché infrastructure, un marché superstructure, dont la valeur de chacun était estimée, était proche des seuils de formalisation pour chacun. Et évidemment, normalement, ce marché aurait dû faire l'objet d'une seule et même procédure formalisée qui comportait deux lots, le lot d'infrastructure, le lot de superstructure. À ce moment-là, effectivement, ce marché a été réputé non conforme et une correction de 25% a été appliquée parce que pour non-publication dans l'avis de marché. Ça aurait dû suivre une application BOAMP, Jouer et JAL. Et pour terminer, donc un troisième exemple, c'est un exemple de délais qui ont été laissés entre la publication et la limite de réception des offres. Le délai minimum est de 15 jours. Et dans ce cas précis, on avait un délai de calendaire de 10 jours, ce qui est insuffisant pour un marché adapté. Le minimum de 15 jours, c'est plutôt ce qui est accepté communément. Donc, même si dans le MAPA, on est censé avoir quand même une certaine liberté, il faut rester dans l'idée que 15 jours, c'est un minimum accepté. Après, dans certains cas, on peut effectivement justifier d'une diminution de ce délai. Notamment, ça peut être intéressant d'établir un guide d'achat interne. C'est un document sur lequel on peut se baser pour justifier de délais ou de certaines procédures pour ce type de marché. Voilà, je laisse à nouveau la parole à ma collègue pour terminer. Alors, je voulais quand même revenir sur le délai. Comme elle disait, c'est vraiment un délai qui est utilisé dans la pratique, donc communément accepté, alors que ça peut être quand même objet de discussion, puisque les textes nous disent bien que le délai doit être raisonnable. Voilà, donc ça, c'est vraiment, par exemple, une irrégularité qui a été retenue par la CICC, et il semble que ce soit... comment dire, la ligne de conduite qui sera désormais appliquée avec l'obligation, j'ai envie de dire, d'utiliser un délai de 15 jours minimum, même dans une procédure adaptée, ou de justifier alors à la limite le recours à un délai moindre parce qu'il se justifie par la simplicité de la prestation attendue ou techniquement, ce n'est pas très contraignant, voilà.
Donc, ça, c'est une petite illustration des contrôles de la CICC et aussi de ce que nous, on a pu dégager comme irrégularité. Maintenant, on va faire un petit focus sur la précision dans les pièces de marché. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît peut-être insignifiant, mais dans la pratique, pour nous, c'est très compliqué entre l'expression de la durée du marché et la simple expression d'un délai d'exécution des prestations. Il n'est pas rare, en fait, de voir dans les avis de marché juste le délai d'exécution des prestations qui sera appliqué ou un délai d'exécution maximum et pour autant avoir dans l'acte d'engagement un délai d'exécution qui est finalement contractuellement qui est moindre ou plus, voilà. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ces deux notions ne sont pas clairement identifiées, c'est vrai que par exemple la durée du marché, elle peut ne pas être déterminable de manière sûre en disant voilà le marché ce sera 1 an, 2 ans, 3 ans, mais elle peut être déterminée par un événement que ce soit le marché prendra fin à la remise de tel livrable ou à la fin de l'achèvement de garantie, la garantie d'achèvement, pardon. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on a juste un délai d'exécution qui sera exprimé, la durée du marché sera confondue avec ce délai d'exécution. Donc, c'est vrai que ça peut générer des difficultés si, par exemple, on a des avenants qui sont pris en cours d'exécution, oui, mais qui prolongent, par exemple, l'exécution du marché, alors que nous, on se dira, mais non, il prolonge l'exécution des prestations au-delà de la durée du marché, puisqu'au final, cette durée-là est confondue avec le délai d'exécution. La prolongation aussi de la durée du contrat aurait dû être faite en amont. C'est vrai que c'est subtil et c'est aussi source d'insécurité juridique pour vous et peut-être de rejet de certaines dépenses ou qu'on ne prenne pas en compte les modifications qui vont intervenir après l'arrivée à terme du marché. Donc, dans l'idéal, être très, très attentif à l'expression du délai d'exécution ou de la durée du marché d'un événement qui va marquer le début de ce délai, qui forcément est compris dans la durée du contrat. Pour continuer, on va arriver sur les pistes d'amélioration et outils de travail pour nous. Donc, en effet, on vous invite à prendre connaissance du kit de la commande publique qui est assez bien fait, je trouve. Comme je l'ai dit auparavant, il peut être perfectible, effectivement, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Même pour vous, c'est une manière de se remémorer un peu les marchés, les lots, à se dire, ah tiens, si je suis dans telle procédure, ouais, forcément, il faut que je mette telle pièce, ça aussi, ce sera important, en sachant qu'on a une liste quand même qui est non exhaustive des pièces à transmettre, qui peut servir justement de rappel, à checker, à dire, voilà, ça c'est bon, c'est là, c'est présent. S'assurer aussi de bien identifier donc les marchés, les lots, les prestataires, les numéros de bons de commande, etc. Donc, à la fois dans le RD et aussi dans l'annexe d'identification des marchés et des lots si vous la remplissez. Ensuite, donc, dès le début, donc, il serait important pour nous de pouvoir avoir ces documents à remplir, remplis lors de la transmission à l'instructeur, qui lui aussi peut en amont, avant de rentrer en contact avec nous, vous rappeler que voilà, je vois que vous avez tel marché, hein, mais vous avez oublié de transmettre telle ou telle pièce ou tel dossier lié à tel marché. Donc voilà, ça, je trouve que c'est bien parce que ça évite les retours intempestifs, les demandes incessantes de pièces, de mise à jour, de réclamation. Ça vous oblige aussi en cours d'exécution de cette demande de paiement, de traitement de cette demande de paiement, à retourner dans les dossiers, dans les archives. Donc voilà, c'est bénéfique, et à la fois pour nous et pour vous.
Voilà. Et ça permet évidemment de s'assurer que le contrôle sera efficace, rapide et effectivement que la mise en paiement sera faite dans les meilleurs délais et donc moins se patienter, respecter les délais réglementaires prévus pour obtenir votre subvention. Donc voilà, à la fin, on vous a mis quand même nos contacts, donc les mails et aussi des petits liens utiles avec la DAGE qui n'est pas mal, qui présente des fiches en fonction de certaines procédures ou certaines notions de commande publique, très souvent mis à jour. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc nous vous remercions de votre attention. Et là, on peut passer, si vous le souhaitez, aux questions. Je vois Dominique Danier. Fournir des pièces de marché de la demande, est-ce compatible avec la condition d'incitativité? Un marché signé et notifié valant début d'exécution. Alors, dans ce cas-là, on est vraiment dans les pièces de marché pour les marchés qui sont déjà conclus, en fait, qui sont déjà lancés et clôturés. Alors, ouais, juste une précision par rapport à cette question. Donc, effectivement, c'est une bonne question hein, sur les conditions d'incitativité par rapport à la signature des marchés. La signature des marchés vaut effectivement au démarrage d'une opération. Donc, dès lors que nous sommes dans une opération qui rentre dans un champ concurrentiel, donc à savoir que même une collectivité publique, un établissement public peut se voir l'obligation de prendre en compte un régime d'aide spécifique sur l'opération qui est menée parce qu'elle est dans un champ concurrentiel, par exemple un espace de coworking, où effectivement là, un porteur privé ou un porteur public est tout à fait en mesure de mettre en place cette opération. Donc, on va appliquer ce régime d'aide. Donc, effectivement, tous les marchés qui vont être signés alors qu'on applique un régime d'aide sur cette opération, c'est toute l'opération qui tombe. Voilà. Alors, c'est toute l'opération qui tombe parce que ça ne respecte pas le principe d'incitativité. Principe d'incitativité, à savoir que l'opération ne doit pas démarrer avant le dépôt officiel d'un dossier FEDER ou FSE ou d'autres fonds. Donc, vraiment être extrêmement vigilant sur la substance de l'opération. Est-ce qu'on est dans un champ concurrentiel et dans ce cas-là, pas de démarrage effectif avant le dépôt du dossier, ou alors on n'est pas dans un champ concurrentiel et dans ce cas-là, tous les marchés qui sont passés en amont du dépôt du dossier sont éligibles au fonds européen. Voilà. Pour la deuxième question, Madame Minos, le kit de la commande publique sera disponible sur le site l'Europe en Guadeloupe, mais effectivement, on peut vous le diffuser à la demande par mail si vous le souhaitez. Je vois qu'on a eu juste 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur certains points de la présentation qui n'ont pas forcément été explicites? Donc oui, très bien, on va diffuser l'ensemble du support et puis et du kit également. Voilà, on va vous remettre voilà, les sites, les liens pour justement obtenir le kit de la commande publique. Hein. Vous avez les sites en bas qui sont clairement écrits, comme ça vous pouvez les récupérer. Voilà, donc on laisse encore quelques minutes s'il y a des questions supplémentaires, hein, en espérant que ce soit le plus clair pour vous hein, qui pratiquez au quotidien des marchés publics. Hein. En sachant qu'on reste quand même disponible par mail s'il y a des timides parmi nous qui souhaitent poser des questions directement par mail, soit à Emmanuel ou à moi-même. Voilà, donc on reste quand même disponible. Ou si d'autres questions par la suite vous viennent, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations par mail, effectivement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Madame Daville.
Voilà, bon, je vous propose qu'on clôture cette séance. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Ça a été une première pour l'ensemble des équipes. Donc, c'est une opération, c'est quelque chose qu'on va refaire d'ici quelques mois. Donc, voilà, tenez-vous informés sur le site Europe en Guadeloupe. Et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée.